Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est aujourd'hui avec monsieur le député Olivier Servat. Bonjour Michael, bonjour la famille de 97 Plus Média Info et puis La Puissance. Ravi de pouvoir faire l'interview avec vous aujourd'hui. Je me présente Olivier Servat, député de la première circonscription qui comprend les villes de Pointe-à-Pitre, Abim, Morne-à-l'Eau et les 3 villes de Marie-Galante, Capesterre de Marie-Galante, Saint-Louis et Gambourg. Très bien. Alors, on va commencer par la première partie. On s'est rencontrés, on s'est eu il y a peut-être 2-3 semaines où je t'ai demandé est-ce que c'est possible de nous répondre à des questions pour les soignants et tu as accepté volontairement, ça nous fait très plaisir, de cette situation où tu as quand même été l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui a voté effectivement contre ce pass sanitaire. Et aujourd'hui, on voit qu'encore, tu as pris position vraiment pour la Guadeloupe. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, la situation, c'est que, comme chacun l'a vu, nous avons le Covid qui s'est abattu sur le monde, sur la France et sur la Guadeloupe depuis 2020. Et depuis 2020, chacun fait comme il peut pour trouver des solutions. Je me rappelle que les soignants, sans masque, sans gants, sans vaccin, se sont battus pour aider notre population. Et jusqu'à août 2021, on s'en est sorti bien mieux que l'Hexagone dans cette situation-là. Et puis, s'en est trouvé une intervention du président de la République en juillet 2021, disant à la télé nationale, je veux faire passer le pass sanitaire. C'est quoi ? Pour aller au restaurant, dans une salle de sport ou ailleurs, il faut soit une vaccination ou soit un certificat de rétablissement ayant été infecté par le Covid. Et quand il dit ça, en France hexagonale, vous avez 55% de soignants vaccinés. Je dis soignants, vous avez 55% de la population française vaccinée. Sauf qu'en Guadeloupe, au même moment, nous en avons que 20 à 25%. Donc, je leur dis à Olivier Véran, au ministre, au Premier ministre, au président, mais Bitazot ne peut pas fonctionner en Guadeloupe, puisque autant en France, vous vous adressez à une majorité de Français vaccinés, donc OK, mais en Guadeloupe, c'est une minorité, donc ça ne va pas fonctionner. Ces messieurs pas attendre marche. Ils ne sont pas d'accord, ils font la sourde oreille. Résultat des courses, le pass est voté, je vote contre le pass sanitaire. Et puis, il devait s'appliquer au 15 septembre. Il ne s'est pas appliqué en Guadeloupe au 15 septembre. Puis au 30 octobre, il ne s'est pas appliqué. Au 30 novembre, il ne s'est pas appliqué. Au 31 décembre, il n'est pas appliqué. Mais par contre, entre-temps, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu des blocages sur les routes. Il y a eu des barrages. Il y a eu l'affaire des grands frères, on va en parler. Il y a eu de la violence, de la douleur. Et tout ça, pour rien, pour le fait qu'en réalité, on n'est pas tenu compte de la situation spécifique. Je ne vais pas m'étendre ça, mais nous, à des milliers de kilomètres du centre de Paris, nous avons des spécificités très clairement visibles, une diversité visible. Il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils l'entendent. Et d'ailleurs, cette situation a conduit à ce qu'il y ait beaucoup de douleur et qu'il n'est pas acceptable de comprendre. Donc c'est pour cela que nous étions contre cette affaire-là. Ensuite, ils ont dit... Mettons dans. En janvier 2022, ils ont décidé qu'ils allaient faire le pass vaccinal. C'est-à-dire là, pas ni à faire certificat de rétablissement encore, pour aller au restaurant, dans la salle de sport, il faut être vacciné. Là, à ce moment-là, encore une fois, en France hexagonale, ils sont 78% de Français vaccinés. Nous, à l'époque, on est à 40-45% de Français, de Guadeloupéens vaccinés. Donc là encore, ça ne peut pas fonctionner. J'ai de nouveau voté contre. Parce qu'on aurait pu faire quoi ? Ce qu'on a fait pour les pompiers. Regardez ce que le département a fait. On s'est réunis entre les élus et nous dit, nous payons sur un pompier qui ne décidait pas vacciner. Parce que, en fait, ce qui est important, Michael, c'est que la personne qui est au chevet du malade, on soit sûr qu'elle ne va pas être contaminante, qu'elle ne soit pas porteuse du virus Covid. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Accepter qu'elle puisse faire un test PCR toutes les 48 ou 72 heures, si elles ne veulent pas se faire vacciner, pour pouvoir aller au chevet du malade. Comme ça a fonctionné pour les pompiers. Ces messieurs sur l'État, le CHU et tout ça, ils n'ont pas entendu pour des questions purement, à mon avis, de principe politicien, de ne pas céder. Et ça, je l'ai regretté beaucoup et j'ai donc voté contre. Et c'est pour ça aussi
que je me suis opposé fermement à la suspension des soignants non vaccinés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que premièrement, ce sont des hommes et des femmes qui, avant la vaccination, ont travaillé. On les a applaudis à 20h. En cas on a applaudi yo. Qui j'en ai passé d'applaudissements à ce qu'elles n'avaient pas eu encore. Ensuite, ce sont des hommes et des femmes qui ont un diplôme, qui ont passé un concours, un examen, qui sont formés, qui n'ont fait aucune faute professionnelle. On ne peut pas les suspendre. À côté là, de la permanence, nous avons la clinique Belle Espérance où il y a de la belle souffrance, enfin de la dure souffrance aussi. Eh bien, il y a ces hommes et ces femmes, on a besoin d'eux aussi. Nous sommes en Guadeloupe dans des déserts médicaux. Qui dit désert médical dit qu'on ne peut pas se priver, ne serait-ce que d'un seul bras, d'une seule main, d'une seule tête, pour être au chevet de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents, de nos Guadeloupéens, puisque nous sommes déjà en désert médical. Comment on peut suspendre des gens qui sont en train de soigner ? Ça n'est pas acceptable. Et puis, dernière raison, derrière ces personnes suspendues, vous avez une famille. Parfois, il y a des étudiants qui ont dû arrêter leurs études. C'est insupportable, c'est douloureux. Vous avez des situations de crédit, de voiture. Je pense ça en bas maillot, ça ne peut pas être acceptable. Il y a en fait de la souffrance inutile qui a été faite alors qu'on aurait pu trouver des solutions en fonction du fait que la population, qui est ni tort, qui n'est pas ni tort, elle est majoritairement non vaccinée. La population a raison, elle a décidé de faire ainsi. On doit respecter ça et trouver des solutions publiques en fonction de cette décision. Ça n'a pas été fait. J'ai donc été totalement contre et je soutiens les soignants non vaccinés. Ce que je vais demander à la prochaine, ce que j'ai déjà demandé, et ce qui est possible, parce que le président de la République a dit, et c'est prévu dans la loi qui a été votée en août 2021, il est prévu de réintégrer les soignants suspendus une fois que la situation sanitaire sera apaisée. Je crois que la situation sanitaire est en cours d'apaisement. Le président a dit qu'il l'envisage. Eh bien, on fait ça vite, on ne pas tarder, parce que c'est mon misé au quotidien. Au quotidien, et aussi la question de l'indemnisation des jours de grève non payés doit être posée pour que ces gens retrouvent équilibre financier à eux. Eh bien voilà, déjà on voit que M. Servat, il est parti pour prendre mon job parce qu'il a déjà répondu à plusieurs de mes questions. Voilà, il a répondu effectivement à plusieurs des questions. Donc c'est vrai que depuis plusieurs mois, on a le personnel soignant suspendu, notamment juste en face, on leur envoie le bonjour à la clinique L'Espérance. Donc il a répondu à plusieurs questions. Donc maintenant, alors que va-t-il se passer ? Parce qu'à ce qui paraît, on a entendu dans les médias que le président est en train de remettre en place ce pass. Donc, toi qui es effectivement toujours actuel en campagne, mais toujours député, comment ça va se passer ? Est-ce qu'au niveau de l'hémicycle, ils vont voter ou comment ça va se passer ? Moi, les seules interventions publiques que j'ai entendues du président lui-même, après les médias, enfin les autres conjonctures, je ne sais pas. Le président l'a dit, juste après qu'il soit élu, il faut qu'on étudie la situation des soignants suspendus non vaccinés et que si la situation du Covid se détend à l'hôpital, s'il y a moins de tension, notamment en réanimation sur les lits d'hôpitaux, il envisagerait de réintégrer les soignants non vaccinés. C'est ça, il dit. Alors moi, en cas quoi, ça est dit, et donc il faut y faire rapidement, sans tarder, parce que c'est une vraie misère. Exactement. Ah ben merci. Donc voilà, pour l'instant, on a l'information effectivement de M. Servat. Donc deuxième partie maintenant, on va aussi parler des grands frères parce que c'est une affaire un peu compliquée aussi qu'on a avec 7 Guadeloupéens qui faisaient partie effectivement de ce qu'on appelle la vie de la cité, qui étaient avec les personnes en difficulté, qui sont beaucoup dans le social. Ils sont enfermés depuis le 17 janvier. Beaucoup ont été déportés en France et tout. Donc, quelques semaines avant, ils étaient en réunion avec avec d'autres élus. Et puis ensuite, d'un coup, on a vu qu'ils sont enfermés. Et ensuite, on n'a pas trop entendu parler des élus. Et c'est vrai que donc les élus, encore une fois, c'est vrai qu'on a tapé sur les élus et on disait oui, mais les élus. Donc, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations aussi sur cette situation pour les grands frères ? Oui, là aussi, c'est une vraie douleur. Une vraie douleur, pourquoi ? Souvenez-vous, en novembre-décembre, il était là chaud en Guadeloupe. Il y a des barrages à beaucoup de ronds-points. Il y a même ce qu'on appelle des républiques qui sont érigées pour passer son bab. Et ce n'est pas une situation acceptable. Parfois, des femmes enceintes doivent marcher à pied. Enfin, vous avez vu les images de personnes qui devaient être médicalisées et qui devaient, emprunter un parcours du combattant. Et tout ceci sous fond
on ne peut pas aller travailler, les enfants ne vont pas à l'école, et que tout ça pas bon, parce qu'on joue l'école pède, c'est l'éducation à Timonanou qui prend gaz, et le travail aussi on reçoit des difficultés. Donc, que faisons-nous? Les élus, regroupés, on se dit, visiblement, il y a le collectif en lutte. Il semblerait que sur les barrages, ce ne soit pas eux, partout, tout le temps, qui maîtrisent l'affaire et que d'autres, entités prennent un peu l'action et leur responsabilité dans la rue. Et que certains barrages seraient tenus par, entre guillemets, des jeunes. Nous, dont moi, mais aussi d'autres élus, Chalus, Losbar, Sapoti, qui peut-être que j'en oublie d'autres, on se dit, il faut qu'on essaie de voir comment on peut faire le lien entre ces barrages, la rue, et peut-être certains leaders, certains jeunes que l'on connaît, qu'on les connaît pourquoi. Moi, je suis élu de la première circonscription. Là-dedans, il y a Abîme, Pointe-à-Pitre, où il y a des quartiers sensibles, on le sait. Je suis élu de Cap Excellence. Vous avez Bémao. On sait que là aussi, il y a des quartiers sensibles et quelques rassemblements de jeunes. Eh bien, on les contacte. Moi, je contacte par exemple Bébé, que je connais très bien, qui fréquentait mon mouvement Ecosabim. J'ai une belle affection pour lui et je salue sa famille. Je connais un peu moins bien O'Neill, mais je le connais aussi. Je connais Zébriste. Je connais Lilo. Je connais un peu moins bien Boana. Je connais moins bien les autres. Je connais le policier aussi, parce que à l'époque, en tant que député, on peut faire les visites un peu des circuits chauds avec la BAC. Il était à la BAC et on avait fait un circuit avec lui et ses autres collègues autour de Pointe-à-Pitre. Donc je le connais, je les connais. J'appelle par exemple Bébé et on a dit, Bébé, toi qui es leader de quartier, est-ce que tu peux voir dans quelle mesure tu peux faire le lien avec la rue et nous pour trouver des solutions? Et nous avons fait plusieurs réunions, dont une qui a été très médiatisée avec Chalus, moi et les jeunes à l'espace régional. On en a fait d'autres, avec d'autres élus aussi. Et là, vous avez vu, de toute façon, ça a été filmé. C'est eux qui, d'ailleurs, voulaient filmer. Nous, on leur avait dit, c'est pas forcément la peine de filmer, mais ils ont dit, non, tout le bitin, nous pas rester là, hier, caché, nous va filmer. Ainsi soit-il. Et donc, ils ont vrai. Ils ont nous bonne idée, ils ont été engagés. Par exemple, ils ont nous des idées qu'on a fait remonter au président de la République par l'intermédiaire de la plateforme soumise au président de la République par les élus guadeloupéens. Il dit nous débitons. Il y a effectivement une forêt de dispositifs pour accompagner les jeunes. Sauf que cette forêt de dispositifs, parfois, elle est peu connue des jeunes dans les quartiers, dans les blocs, en bas des immeubles. Et donc, il faut aller vers les jeunes et créer ce qu'on appelle des ambassadeurs de la jeunesse. C'est une excellente idée. On l'a acté. Nous écrit ça dans la plateforme-là et nous voyons ça au président de la République. Deuxième bitin. Il dit nous, les parcours en plan compétences pour embaucher des jeunes entre 18 et 30 ans, ça dépend en fonction de leur situation de handicap ou pas. C'est bien, mais ce n'est pas assez mobilisé. Pourquoi? Parce que le reste à charge pour l'entreprise, pour la collectivité, mairie, département, région, ou bien pour l'association est trop élevé, il est autour de 60%. L'État prend en charge 60%, mais il reste 40% à prendre en charge. Il faut monter la prise en charge de l'État à 90-95%. Pour qu'on puisse, dans une association, dans une entreprise, dans une collectivité, embaucher plus de jeunes pour leur permettre de lutter contre ce fléau qui est le chômage en Guadeloupe. C'est une bonne idée, nous mettre ça aussi dans le programme-là. Et en qu'attendre que, quelque temps après, ces Bouga mis en garde à vue et qu'ils auraient menacé des élus, qu'ils ont demandé élu l'agent, que l'élu a proposé l'agent, qu'ils ont menacé les forces économiques, etc. Alors moi, j'ai tenu à dire ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que dans ces réunions, cette réunion à laquelle on a participé, ils étaient de bonnes propositions et ils voulaient trouver des solutions pour la jeunesse. Et j'ai dit deuxièmement que pour ces Mounassa, pas menacer, moi, pas demander moins l'argent et pas proposer pour l'argent pour ces Mounassa. Donc, après ce qui s'est passé là où je n'étais pas, je ne maîtrise pas les choses, la justice fera son travail. Mais j'ai tenu à le dire et j'ai pris ma plume, je crois courageusement, et je n'ai pas vu beaucoup de plumes écrites à ce moment-là pour dire ce que je savais sur ça et en disant que je soutiens l'action des grands frères concernant leur travail d'apaisement lors de la crise sociale. C'est ça en vrai, c'est ça nous fait, c'est ça en dit. Et d'ailleurs, je le dis, tous ceux, il y en a au moins 2 ou 3 qui m'ont déjà demandé des attestations de témoins
écrites pour leur avocat, je les ai faites, ces attestations de témoins. Et tous ceux qui veulent me les demander, je fais un signal à leur famille, elles peuvent me les demander, je le ferai tout à fait officiellement. Donc voilà, quelle est la situation très clairement sur les grands frères Michael. Super, excellent, excellent. Mais voilà, les amis, vous avez vu, on est avec un député. Voilà, donc le rôle d'un député, effectivement, c'est de nous représenter au niveau national, au niveau de l'hémicycle et de savoir parler. Et on voit que Monsieur Servat, il nous donne effectivement l'information claire et nette. Donc là, on passe dans une troisième partie maintenant, qui est la partie, effectivement, élection. Parce que là, on est en période aussi d'élection législative où après 5 ans, donc hier, tu as effectivement fait ton bilan. Malheureusement, on n'a pas pu venir parce qu'on était en maraude avec notre association au même moment Unité contre la misère où on s'est rencontrés. C'est pour ça que dans cette vidéo, je me permets de te tutoyer parce que tu étais venu nous aider en 2019, en janvier 2019, pour l'épiphanie des sans-abri où tu nous avais donné 10 galettes d'Ewa pour les sans-abri. Et c'est vrai que tu venais de te faire élire, hein, il me semble que c'était en 2017, si je ne me trompe pas, ce qui veut dire qu'on n'était pas du tout en période d'élection de ce qu'on dit des élus qui viennent juste avant les élections. Non, tu es venu, tu nous as proposé, demandé est-ce que tu peux venir avec nous. Et on était très contents, c'était le premier élu qui nous aidait. Et aujourd'hui, effectivement, depuis, on est resté en contact. Donc on voit derrière, effectivement, l'affiche des abîmes où on était avec toi aussi. Malheureusement, effectivement, tu as fait un score qui n'était pas assez suffisant pour le deuxième tour. Et tu ne t'es pas découragé. Donc là, tu te représentes, effectivement, pour un second mandat aux élections législatives. Est-ce que tu peux nous présenter ton bilan, s'il te plaît? Merci Michael, c'est l'occasion pour moi de saluer le travail que tu fais, Michael Plocost, dans plusieurs domaines. Déjà, tu es un sportif de haut niveau, respect, puisque un corps sain dans un esprit sain, et ça c'est important. Je t'ai connu effectivement dans l'aspect maraude, et j'ai beaucoup apprécié cet engagement. J'ai encore en tête ce circuit que l'on a fait dans les rues de Pointe-à-Pitre, Abîme, où le soir tu as de la misère, tu as de la pudeur, tu as parfois de la souffrance, tu as de la toxicomanie, tu as de la maladie, mais tu as aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup de rencontres humaines extrêmement émouvantes. Il y a d'autres associations que tu as inspirées, je dois aussi te féliciter pour ça. Plein d'autres associations, je crois que tu as été un peu l'inspirateur de tout cela. J'ai participé récemment avec SOS Sans-Abri, des jeunes super là, de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre et tout ça. Bref, dès qu'il y a de la solidarité, on est présent. Et tu as raison de dire que en t'es sorti élu, il y aura dit c'est la cabine là, il y aura une élection, mais en t'es sorti élu, donc on va tenir à y amender. Tu as parlé du programme, du bilan. Oui, nous avons fait l'effort de présenter, et c'est du respect aussi pour la population, notre bilan, 112 pages. 112 pages de travail, parce que nous avons travaillé. Ça, c'est le bilan exhaustif. Je vais te laisser parler, on va avoir combien de temps? Oui, et puis c'est aussi pour pouvoir démontrer qu'il y a eu du travail en 5 ans. Là, si on a dit, bon, ben c'est il a qu'à monter, descendre, il n'y a pas à faire rien. Non, nous travaillons et on a revendiqué ça. Moi-même, je ne crois qu'à la valeur travail, il n'y a que ça de vrai pour pouvoir montrer son efficacité et son amour du pays. Et nous avons fait un bilan synthétique qui sera distribué aussi à la population de 25-30 pages, qui est plus digeste. Tout ceci est en ligne sur mon site internet olivierservat.fr. Alors, effectivement, mon cher Élection Gavin, c'est le rythme quotidien de la démocratie. Et 5 ans ont déjà passé, il faut que nous rendions compte des cas nous faits en 5 ans. J'aimerais prendre peut-être quelques actions emblématiques du mandat qui nous ont permis de pouvoir illustrer notre fonction. Par exemple, le test de chlordéconomie. Le test de chlordécone dans le sang, parce que vous savez qu'avec le scandale du chlordécone, on a des problématiques liées au chlordécone. 92% d'entre nous sont imprégnés de chlordécone. En fonction de ce que nous mangeons, c'est plus ou moins élevé. J'ai fait passer un amendement, il y a 3 ans, pour que chacun, 3 mois, tout le monde qui veut faire son test dans un laboratoire puisse être gratuit. Eh bien, ça y est, c'est arrivé. Ça prend toujours du temps entre le moment où on a voté la loi et le moment où elle se met en place. Ça y est, c'est passé. Toi et moi, nous pouvons aller dans un laboratoire demain et faire notre test de chlordéconomie. Ça, c'est ce que j'ai fait passer, voter. Dans le même cadre, l'indemnisation des victimes de la chlordécone. Parce que tu sais que la chlordécone a été autorisée en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, alors même qu'elle était interdite en France depuis 1991 et aux États-Unis depuis 20 ans auparavant. Un scandale. Déjà, j'ai fait une pétition pour
me battre contre, je dirais, la prescription. Le combat continue. Et puis, nous avons fait passer l'indemnisation des hommes et des femmes qui travaillaient dans les champs de bananes. Alors, on a un petit souci, Michael, c'est qu'il n'y a pas l'eau de ces menaces encore. Parce que, premièrement, ça fait déjà quasiment plus de 20 ans, 30 ans. En plus, ces menaces, souvent, c'est des travailleurs non déclarés. Ne se considèrent pas qu'exister. Et parfois, il y a déjà mort, malheureusement. Et donc, il y a un travail de recensement, mais en tout cas, celle-ci, on doit déjà une indemnisation. Je continuerai à me battre dans le prochain mandat, dans la mesure où la population me fait confiance, pour pouvoir aller sur l'indemnisation de toutes les victimes. Parce que les ayants droit, les descendants, si parents ont tenu couleur d'école, nous aussi, je te rappelle couleur d'école, et on doit aussi les indemniser. Quelque chose dont je suis très fier, concours nationaux à affectation locale. Kassaye. Il y a une statistique terrible, Michael, c'est que en 2050, nous serons moins 100 000 Guadeloupéens en Guadeloupe. Nous pas faire assez Timoun. Et Timoun, nous force vivre qu'à pâti et yo pas à revine. Donc, on doit lutter absolument contre cette saignée. Certains parleraient de génocide par substitution. Bon, mais en tout cas, on doit faire attention à ce que nos enfants qui partent reviennent. Déjà, on doit faire attention à ce que nos enfants partent le moins possible. C'est pour ça que je me suis battu pour qu'il y ait cette faculté de médecine de plein exercice, premier, troisième, mais aussi maintenant deuxième degré avec l'Université des Antilles, avec la région, avec tout le monde, et ces choses faites. Donc ça veut dire que nos enfants qui veulent faire médecine, eh bien, pourront rester du bac jusqu'au doctorat de médecine en Guadeloupe. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, il y a parfois des personnes, Michael, et puis il y a notre statistique, c'est que quand tu as 100 enfants qui partent, 30 reviennent. Parce que les autres qui ont fait vie ailleurs, c'est la vie, ils ont rencontré un monde en France ou ailleurs, ils ont resté en bas là, et ils partent avec leur fertilité, avec Timon ailleurs, ils n'ont pas qu'à revenir. Donc, on doit pouvoir les faire revenir. Comment? Concours nationaux affectation locale. C'est un concours national, par exemple. Imaginons que tu sois personnel d'éducation et que tu veux passer personnel de direction. Tu es prof et que tu veux passer proviseur. Logiquement, tu dois passer un concours. Et le problème, c'est que pour l'instant, tu dois partir en France hexagonale 1, 2, 3, 4, X années et au pas certain revine. Entre-temps, ta famille ici est un peu perturbée. Ça te fait des frais supplémentaires. Les 40% que tu avais, tu ne les as plus, donc tu perds en pouvoir d'achat. Et tout ceci n'est pas bon. Et donc, certains renoncent à passer le concours. Et donc, du coup, s'ils ne passent pas le concours, ils n'occupent pas des postes à forte valeur ajoutée. Et c'est des gens qui passent ni vous ni moi qui ont occupé ces postes-là. Ça, on n'en veut pas. On veut que nos enfants qui sont intelligents, aussi intelligents que n'importe quelle autre personne, puissent pouvoir passer ces concours et occuper des postes à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, j'aimerais signaler qu'en tant que député et président de la délégation d'Outre-mer, j'avais double enveloppe pour embaucher des attachés parlementaires. J'ai 10 collaborateurs guadeloupéens. Je crois que je suis l'un des seuls, sinon le seul député ultramarin à faire ça. J'ai dit à mes équipes, je vous embauche parce que vous avez des compétences, mais c'est un geste militant. Il faut que vous montriez à chaque fois que vous êtes quelque part, à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères, à l'Élysée, en Guadeloupe, qu'elles sont au niveau. Et qu'elle nous au niveau, et qu'on fasse un effet d'entraînement, et ça, je suis fier de cela aussi. Nous avons pu aussi participer au vote de la suppression de la taxe d'habitation. Il faut nous parler de ça, l'ambité, bon, il faut nous dire. La taxe d'habitation a été supprimée pour 80% des foyers. Et c'est un pouvoir d'achat de 758 € en plus en moyenne par habitant. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a encore 20% des gens qui payent la taxe d'habitation, ceux qui ont les hauts revenus, et en 2023, tout ça qui a disparaître. Donc ça, c'est une belle chose. Nous avons travaillé sur l'indivision aussi, parce que nos terres, souvent, on a des dents creuses. Si nous sortis la Zabim, nous la Pointe, nous d'autre côté, ni des cases qui en abandon et qui ont défiguré le paysage-là, on doit traiter cela. Souvent, derrière, il y a de l'indivision, tu as des héritiers qui ne tombent pas d'accord. Eh bien, là, on est passé d'une obligation d'unanimité des indivisaires, des héritiers, à une majorité. Donc ça veut dire que si on est majorité d'accord, nous avons avancé sur la succession. Il y a encore des choses à améliorer, notamment avec les notaires qui doivent se mettre un petit peu plus en mouvement. Quelque chose dont on est très fier aussi, dont je suis très fier, la retraite agricole. Avant
que nous arrivions en 2017, la moyenne de la retraite des hommes était de 352 € en Outre-mer par mois, agriculteurs. La moyenne de retraite des femmes, 253 €. Aussi dire, pas assez d'argent du tout. Nous avons passé cela à un minimum de 800 € par mois et par agriculteur. Ça, c'est du pouvoir d'achat remis à nos hommes et femmes qui ont travaillé la terre et qui nous ont nourris pendant des années. Sur les sargasses, on a fait quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on a fait venir en Guadeloupe une conférence internationale de haut niveau, de niveau mondial, avec des États présidés par le Premier ministre, pour pouvoir traiter de la problématique des sargasses. C'est vrai qu'on a retenu l'incident d'Ayoté mal recevoir président de région à Kazaïro, mais ça, c'est un épiphénomène. Le vrai phénomène, c'est que nous faisons une conférence extraordinaire et qu'on a pris des décisions où il y aura des ramasseuses de sargasses, 3 endroits, petite cuque de sac marin autour de Pointe-à-Pitre, grand cuque de sac marin autour de Sainte-Rose et là-haut, vers le nord Grande-Terre, et les îles du Sud, notamment Marie-Galante. Alors, bien évidemment, tout ceci prend un peu de retard parce qu'il fallait lancer des appels d'offres, la région, la communauté de communes. Bref, tout ça est en route, mais l'argent est là. Et donc, ça, c'est aussi le job du député. Concernant Marie-Galante, peut-être ma plus grande fierté. Tu affectionnes beaucoup Marie-Galante? Beaucoup. Exactement, je m'y sens bien parce qu'on y est bien reçu, parce que c'est une terre extraordinairement avec une énergie particulière et une population extrêmement accueillante, et puis aussi un plaisir d'y être, et puis des potentialités extraordinaires, sauf que nous en difficulté à Marie-Galante. Je vais y revenir, et l'année dernière, il y a eu un peu, entre guillemets, l'explosion de la chaudière de l'usine de Grand'Anse. Il faut que je te dise la vérité sur ça, Michael, et à vous, internautes de Infomédia 97+. La chaudière explose. Pendant à peu près un mois et demi, tu as des tensions. Moun pas parler bas moun, Eli peut pas parler bas Saraï, qui peut pas parler bas la région, qui peut pas parler bas moun Guadeloupe, qui peut pas parler bas l'État. Enfin, le bordel. Et situation de blocage extrême. Est-ce qu'il faut transborder Cannes à Gardel ou pas? Voilà. Et là, un samedi après-midi, chez moi, j'ai un appel de Jean-Pierre Caillard. C'est qui Jean-Pierre Caillard? Jean-Pierre Caillard, c'est l'actionnaire principal de la COFEP qui possède l'usine de Marie-Galante, mais c'est surtout celui qui possède 55% des vins spiritueux et alcool en France. 25e fortune de France. Bocapézé. Quelqu'un m'a dit, moi, monsieur le député, vous devez rentrer dans cette affaire-là, parce que sinon, l'usine de Marie-Galante va fermer. C'est le conseil qui a dit moi ça. Et il me dit, vous savez, le chiffre d'affaires de mon usine à Marie-Galante, c'est 0,5% de mon chiffre d'affaires global. C'est-à-dire rien. Si il ferme demain, ça ne va pas changer à rien en VI. Mais il a dit moi quand même, je tiens à ce que l'usine continue. Donc, s'il vous plaît, intervenez. À partir de ce moment-là, on a commencé à passer quelques coups de fil. On a créé ministre de l'Outre-mer. On a dit, Olivier, c'est compliqué. Depuis le ministère c'est compliqué, considérer qu'en détail, ça a presque fermé. J'appelle le directeur de cabinet du ministre, M. Gustin. Il me dit, oh là 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 là, monsieur le député, je vous déconseille de rentrer dans cette affaire-là, vous allez vous abîmer. Il me le dit. On a crié préfet là. Rochat. On dit, oh là là, monsieur le député, on a déjà tout essayé, hein. Ça ne marche pas. Hein. On a crié sous-préfet là, monsieur Bruno-André, qui a dit, mais bon, monsieur le député, moi j'étais en négociation avec eux il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques heures, tout était bloqué, ça a payé marché. Je me dis quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de ma simple, je dirais, autorité, entre guillemets, de député, donc on ne dit pas autorité, c'est pas monde, mais je convoque une réunion. J'appelle tout le monde, les élus locaux, j'appelle le collectif Monde Guadeloupe qui m'a interpellé, j'appelle Elie de Mota, qui a été très utile dans cette affaire-là pour les salariés dans la négociation, et les forces, la profession, bien évidemment, la SICAMA, l'usine, SRMG, tout le monde. Et s'ensuit 15 jours où nous n'avons pas dormi. Matin, midi et soir, réunion bilatérale, négociation, coup de fil, réunion plénière, tout ça en Zoom parce qu'il y a Covid. Et on arrive à trouver une solution. Comment, Michael? Il faut que je te dise comment on y est parvenu parce qu'on a déjà fermé. En fait, ce qui bloquait,
il fallait comprendre ça, c'est qu'en 2017, Ségolène Royal est venue à Marie-Galante et a autorisé à ce qu'on fasse une usine de cogénération de 4,5 MW sans importation de copeaux de bois pour faire tourner l'usine, pour faire créer de l'électricité. Sauf que 4,5 MW, ça fait un coût au kilowattheure que doit prendre en charge ce qu'on appelle la CRE, Commission de régulation de l'énergie, trop élevé. Alors même qu'en Martinique, il y a une usine qui est en pire difficulté qui s'appelle le Galion. Là, Ségolène Royal accepte l'importation de copeaux de bois. Et là, on a une usine qui aujourd'hui, il faudra aller la voir à Martinique, flambant neuve, rénovée, avec 90 millions d'euros de l'État. Donc, la Croix ne veut pas payer le surcoût. Et donc, Ségolène Royal dit oui, mais il était en fin de mandat. Mais il s'agissait de dire que la Croix ne veut pas payer ça. Et donc, on a dû abandonner cette affaire-là, qui avait fait perdre beaucoup de temps à Marie-Galante, pour aller vers, je dirais, une solution plus classique de rénovation et de modernisation de l'usine. Donc, on en est là et on a pu, je dirais, sauver l'usine de Marie-Galante avec tous les acteurs qui, là, tout le monde a joué le jeu. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais tout le monde a joué le jeu vraiment. Je voudrais, et ça c'est une belle fierté pour moi, je voudrais te donner une deuxième fierté pour moi, encore sur Marie-Galante. Je ne sais pas si vous avez observé, mais Marie-Galante a maintenant une préfète. Oui, exact. Eh bien, ça n'a pas été qu'au fait en 70 ans de départementalisation. On préfète Rivet, rien qui pour Marie-Galante. Comment ça a été possible? Monsieur le préfet Rochat, avec qui on a excellemment bien travaillé, et aussi le sous-préfet Bruno André sur ça, et les autres. Eh bien, il me dit, monsieur le député, on ne va pas juste faire ça, juste faire la réparation de l'usine. On doit aller plus loin parce que Marie-Galante a des potentialités, mais il n'y a aucun souffert. En 25 ans, on a perdu 15 000 habitants à Marie-Galante. Nous avons 11 000, 10 000 habitants à présent. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas laisser cette hémorragie se poursuivre. Et donc, il me conseille d'aller voir, sous sa recommandation, le directeur national de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Ce monsieur-là, c'est un préfet aussi, et il pèse beaucoup parce que c'est lui qui peut dire on va accélérer tel territoire en France, tel territoire en difficulté, on va mettre des moyens. Et là, je vais le rencontrer à Paris. Il m'invite à déjeuner avec tout son staff dans ses locaux, le responsable des Outre-mer, le responsable des territoires. Et il a dit, moi, à l'issue de ça, on va aider Marie-Galante. Et on tombe d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une présence, un préfet, qui puisse appuyer ça. Et je vais voir ensuite le ministre des Outre-mer. Et on a dit, il faut nous faire ça. Il a dit, ok Olivier, on va le faire, le corps nu. Et c'est ainsi que quelques mois après, la préfète arrive à Marie-Galante pour faire quoi? Deux choses. Suivre la modernisation de l'usine de Marie-Galante, c'est important parce qu'il faut qu'on ait des sucres de bouche. Il ne faut pas nous recommencer à faire des sucres en vrac comme ça ne suffira pas. Il faut relancer la filière, augmenter le tonnage de canne. On est à 50 000 tonnes, il faut qu'on passe à 160, 170 000 tonnes, protéger les terres de qualité et surtout faire du sucre de bouche. Et là, M. Caillard, que j'ai vu à l'usine, s'est engagé à assurer un débouché de haut niveau qui permettra de vendre le sucre 2 fois plus cher parce qu'il a dans ses réseaux le circuit pour. Et donc, la préfète aussi va suivre ce qu'on appelle le CRTE. C'est peu connu et je veux insister dessus, Michael, le CRTE, parce que c'est quelque chose de très puissant. CRTE, je ne sais pas si tout le monde voit. Oui. Contrat de relance et de transition écologiste. Cette affaire-là existe pour toutes les communautés d'agglomération ou de communes. Et bonne nouvelle, là où on est le plus en avance, c'est à Marie-Galante, parce que notamment les élus locaux de la communauté de communes ont travaillé dessus depuis notamment 2016. Et c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est beau, c'est que quand la préfète était là, j'aimerais juste aussi qu'on voit ça, vous voyez bien les actions validées dans la première mouture du CRTE. Validé, c'est-à-dire l'agent là, validé, Michael. Et je prendrai, alors ça a été validé pour au total 29 millions d'euros, validé déjà. Je prendrai juste une seule action pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Par exemple, soutenir la transition agricole, le développement des filières agricoles et piscicoles, action, nouvel outil d'abattage, parce qu'il faut savoir que l'abattoir a fermé à Marie-Galante, des animaux pour la filière élevage. Qui va être maître d'ouvrage? CCMG, communauté de communes et chambre d'agriculture, pour un montant total de 3 50 000 euros, qui va payer l'État 610 000 euros, l'Europe 1 830 000 et la région 610 000. Ça veut donc dire que ce CRTE comprend des actions fortes
pour développer Marie-Galante fortement dans les années à venir. Et ça, c'est une belle fierté. Ça, c'est validé, mais il y en a d'autres à valider. Et ce travail après fait là aussi pour suivre action par action pour assurer qu'Habitat Mounak a fait. J'ai vu aussi que la communauté de communes a un très beau projet pour développer le boulevard de Grandbourg. Et j'invite toutes les populations, sur toutes les communautés d'agglomération, à se saisir de ça parce qu'il est en consultation actuellement à Marie-Galante jusqu'au 30 juin pour que chacun puisse ajouter, rajouter, partager, donner des idées sur le CRTE et donner son avis, et y compris sur les autres communautés d'agglomération qui sont en retard. Donc tu vois, ça c'est une très belle fierté pour moi de constater qu'on peut être utile en tant que député et agir très concrètement. Donc voilà notamment ce que je voulais dire sur notre action en tant que député. Et donc, j'ai 2 projets maintenant pour la prochaine législature. Dans la mesure où la population de la première circonscription continue à me faire confiance, à nous faire confiance avec ma suppléante. Je salue d'ailleurs ma suppléante de la législature passée, Marlène Miraculeux-Bourgeois, qui était maire, qui était maire de Capesterre de Marie-Galante. Vous la voyez là, cette très belle photo, et qui m'a accompagné il y a 5 ans. Manifestement, j'étais 5 ans plus jeune, Michael. Et elle était d'une expérience certaine, 3 fois maire, et je l'en remercie. Je voulais quelqu'un de Marie-Galante parce que c'est la double insularité, parce que Marie-Galante doit être mise en avant. Je crois, et tu l'as dit, toi-même tu l'as vu, pendant les 5 ans, j'ai aimé Marie-Galante. J'ai travaillé pour Marie-Galante. J'ai trouvé des solutions pour Marie-Galante. On peut dire que si l'usine n'a pas fait mes choses là, on participé grandement à Habitat à ça. Si nous n'y avons préfet à Marie-Galante, c'est que Bourgazot est à la tâche. Nous travaillons. Je crois que maintenant la question s'est posée de savoir où avoir la suppléante pour cette 2e législature. Et je crois qu'on doit faire tourner la suppléante, et que cette fois-ci ce sera à Morne-à-l'Eau que la suppléante elle sera issue de Morne-à-l'Eau. C'est une ville intéressante en devenir, les portes de la Grande Terre, et ce sera la première adjointe du maire de Morne-à-l'Eau, Jean Bardaille, qui s'appelle Madame Sandra Manette, une dame de grande qualité qui a une expérience politique tout à fait intéressante. Et donc l'idée maintenant est de se dire pour les Marie-Galantais qu'ils soient tout à fait rassurés. Je continuerai à être le député de Marie-Galante de proximité. J'ai démontré ma proximité à Marie-Galante en ayant une permanence, d'abord à Capesterre, puis à Grandbourg. J'ai démontré ma proximité en étant présent à chaque fois que de nécessaire, et parfois même quand ce n'était pas absolument nécessaire, mais parce que j'aime Marie-Galante. J'ai démontré ma proximité parce que j'ai une attachée parlementaire de Marie-Galante qui vient à Marie-Galante et qui fait remonter les informations de Marie-Galante. Je dirais même plus, j'ai un attaché et demi, puisque j'ai un dénommé Monsieur Reste-Dedans, qui moitié mornalien, moitié capestérien. Pour ceux qui connaissent Reste-Dedans, c'est Capesterre de Marie-Galante. Et donc, rassurer les Marie-Galantais sur mon engagement ferme et très clair. 2 projets pour la prochaine mandature et une information très claire. J'ai refusé de demander l'investiture En Marche pour cette prochaine législature. Je n'en veux pas, c'est fini. Par rapport à ce dont je t'ai parlé sur les soignants, eh bien, on se réunit, on se rencontre avec les personnes. En 2017, le président était un jeune président avec des idées intéressantes. Il voulait réformer la France de droite et de gauche. On y a cru. À la pratique, on a constaté que pour les Outre-mer, les spécificités n'y étaient pas assez prises en compte, et donc ça ne me convient pas. Et donc, je ne veux plus de l'investiture du parti En Marche. Nous irons sous quelle étiquette? Nous aurons sous l'étiquette Guadeloupe Douvent. Notre étiquette. Voilà, parce que finalement, une élection législative, c'est la rencontre d'un député candidat, de sa suppléante et d'une population. Et c'est ce que nous voulons faire. Et bien évidemment, tous ceux qui veulent nous soutenir seront les bienvenus pour nous soutenir dans cette élection-là. Mais nous allons sur notre étiquette propre. Et question, où allons-nous siéger à l'Assemblée nationale? Nous allons siéger au groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Nous voulons créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'était déjà dans mon programme en 2017. On n'a pas réussi à le faire. D'ailleurs, je rappelle une anecdote, c'est qu'arrivé à l'Assemblée, le président de la République me dit, parce que moi, j'ai décidé de faire le groupe Outre-mer, il m'envoie un message, il me dit, Olivier, je ne souhaite pas que tu fasses le groupe Outre-mer, nous avons d'autres projets pour toi à l'Assemblée, pourquoi pas vice-président, etc. J'ai dit, je vais quand même tenter de le faire, Monsieur le Président, avec tout le respect que je te dois. Nous paraît ici, nous arrivons à 12. Je dois dire que les 4 députés guadeloupéens étaient d'accord.
Je dois dire que les 3 députés de Corse, Michael, étaient d'accord. Ces messieurs, ils ont tout compris, la Corse. J'avais un député polynésien, Gabriel Serville de la Guyane était d'accord aussi. Bref, nous étions à 12, nous pas arrivés à 15. Le vrai pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est le groupe parlementaire. Pourquoi? Parce que c'est là où tu participes à la conférence des présidents. C'est là où tu fixes l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. C'est là où tu peux faire des propositions de loi. C'est là où tu peux faire des commissions d'enquête. C'est là où tu peux peser sur le vote. Imaginons que la prochaine législature, nous savons qu'ils vont gagner la majorité. Imaginons que la majorité est courte. Eh bien là, notre poids sera vraiment significatif. Et comme j'ai vu que les présidents de région, des départements, ils se sont réunis à Fort-de-France et ils font un appel de Fort-de-France, ça bon. Ça veut dire que les Outre-mer devant, le groupe Outre-mer devant, je suis enthousiaste à l'idée de faire ça. Je dirais 2 actions fondamentales quand j'arrive en tant que député, une fois que la population nous aura fait confiance. 1. Demande de réintégration immédiate des soignants non vaccinés et indemnisation. 2. Nous avons une idée qui m'excite énormément. Nous avons beaucoup de fonctionnaires en Outre-mer et en Guadeloupe en particulier. Depuis ces gens partis à la retraite, leur pouvoir d'achat dégringole. Pourquoi? Parce qu'ils perdent des 40%, Michael, et en plus la retraite diminue par rapport au salaire indiciaire. J'avais commencé avant le Covid, malheureusement le Covid a mis un stop à tout ça, à faire des consultations auprès du ministre de la transformation de la fonction publique. Il était d'accord, Amélie de Montchalin. J'avais commencé à consulter les principaux syndicats en Guadeloupe. J'étais d'accord sur le principe à réfléchir à ça, à intégrer la prime de vie chère à la retraite. Voilà ce que j'ai envie de faire pour redonner du pouvoir d'achat à nos retraités qui partent à la retraite. Et comment on va faire ça? Il faudra, pendant la période active, envisager une cotisation retraite sur la prime de vie chère qui n'existe pas pour l'instant. Et ainsi, à la retraite, si vous n'avez pas en retraite, intégrant la prime des 40%. Voilà les 2 chantiers qui m'excitent dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale, dans la mesure où la population nous fera confiance, ce que je demande solennellement aujourd'hui par ton intermédiaire. Eh bien, dis donc, alors, moi, ce que je retiens durant ces, effectivement, 40 minutes de discussion, c'est que je vois quelqu'un de très actif qui est sur le terrain, mais on se dit, pour être un bon député, parce que là on est en départemental, pour être un bon député, est-ce que justement ta formation de comptable, d'expert comptable, t'a aidé parce que tu nous parles très bien des chiffres, tu es très à l'aise avec les chiffres, avec la communication aussi, parce que je pense que le rôle d'un député, c'est aussi de pouvoir communiquer avec tout le monde, hein, de communiquer avec, de téléphoner à droite à gauche, d'avoir de très bonnes relations, donc d'être quelqu'un fort en relationnel, et aussi au niveau des chiffres, au niveau des études. Alors, qu'est-ce qui a fait effectivement ton succès? Parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout autre personne, hein, pour cette circonscription. On ne voit pas autre personne. Tu te présentes, mais c'est vrai que tu es quelqu'un de très présent. Et on se demande aussi pourquoi les autres élus, on ne les entend pas trop. J'ai eu la chance de voir Madame Bénin, effectivement, à l'Assemblée où tu m'avais invité, merci encore à toi, où j'avais visité l'hémicycle, où elle était en train de voter, elle faisait son job, elle votait ce jour-là dans l'hémicycle, mais en Guadeloupe, on ne voit pas les élus qui sont du côté du peuple, comme toi tu fais. On a l'impression que tu es un peu le député rebelle qui, effectivement, qui dit de toute façon, moi je suis du côté du peuple, et puis si ça ne convient pas, je vais peut-être faire comptable, rester dans ma fonction de comptable. Alors, c'est quoi ton secret? C'est quoi le secret d'Olivier Sirva pour être aussi performant? Eh bien, je crois que s'il y a un secret, c'est l'engagement pour son pays. Engagement Guadeloupe Douvant. C'est ça qui m'anime au quotidien. Quand j'ouvre les yeux, je me dis, mais bon, est-ce qu'on peut être utile au pays? Et si on fait politique, c'est pour défendre l'intérêt général. Sinon, il vaut mieux rester chez toi ou faire des affaires dans le privé, si c'est pour venir là pour l'argent. Bon, on va pas venir là pour ça. Ça, c'est peut-être la première des choses. Deuxième chose, effectivement, député rebelle, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que le cas échéant, j'aurais à regarder le président et les autres représentants, s'ils ont des yeux bleus, avec leurs grands yeux bleus, avec mes grands yeux noirs, parce que nous, on est issus d'un peuple, on est issus d'un terroir et on a une histoire. Et personne ne me fera l'oublier ou la mettre sous le tapis pour d'autres considérations individuelles, jamais.
Je ne me considère pas comme rebelle, je me considère comme proche du peuple. Le peuple, ce sont des hommes et des femmes guadeloupéens, de toute sensibilité, de toutes origines, de toute classe, de toute expérience. Il y a des gens, des jeunes très bien formés, intelligents, de bonne famille, et puis tu as des jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là, qui ont fait parfois, qui sont passés par la case prison, c'est pas grave, ce sont des Guadeloupéens qu'on va respecter, qu'on va écouter, qu'on va considérer et qu'on va tenter d'accompagner. Voilà. Et puis, tu disais, est-ce que ma formation d'expert comptable, et mon premier métier, c'est quand même professeur agrégé d'économie et gestion. J'enseignais en classe préparatoire à Membridge, à l'expertise comptable. Eh bien, oui, ça m'a servi parce que j'ai oublié de dire que je suis membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Chaque député est membre d'une commission permanente. Et c'est vrai que la commission des finances est parfois considérée comme étant la plus prestigieuse parce que tu votes le budget de la nation. Et dans cette commission, j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur spécial au budget des Outre-mer. Qu'à ça y est ça. C'est moi qui donnais mon avis sur tous les amendements présentés par les députés en disant favorable, défavorable, sagesse, et où on essayait de faire passer des choses. Et c'est vrai qu'il faut manipuler les chiffres. C'est une commission très technique, et je peux même vous dire en tant qu'expert comptable, professeur agrégé, il faut parfois s'accrocher pour comprendre les subtilités financières de l'État. Donc ça, c'est important. Tu me donnes l'occasion aussi de dire que j'ai été président de la délégation d'Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est quoi cette délégation d'Outre-mer à l'Assemblée nationale? C'est une délégation, nous n'avons pas réussi à faire le groupe, mais on a réussi pour la présidence là. C'était pas évident parce qu'il n'y avait que 4 députés en marche au 27, donc il fallait aller au-delà d'En Marche pour avoir la confiance. Et quand on avait en face de nous une concurrente qui était Erika Barretz, ancienne ministre, actuellement maire de Saint-Pierre, à La Réunion, la plus grosse ville, eh bien c'est quelque chose. Je crois qu'à la délégation, on a été utile. Délégation qui comprend les 27 députés ultramarins sur les 11 territoires, sur les 3 océans. J'aime bien les rappeler pour savoir que sont les Outre-mer. Tu as Saint-Pierre-et-Miquelon en Atlantique, Saint-Martin, Saint-Barth, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça fait 6. Ensuite, tu as l'océan Indien, tu as Réunion, Mayotte. Et puis tu as l'océan Pacifique, tu as Polynésie, Wallis et Futuna. Et Nouvelle-Calédonie, ça en fait 11 territoires peuplés, plus les terres antarctiques françaises, australes, qui ne sont pas peuplées. Tu as 27 députés là, eh ben c'est moi qui ai l'honneur de présider cette délégation qu'on a rendue beaucoup plus forte, beaucoup plus active dans les lobbying, dans les commissions pour faire passer, défendre les intérêts des ultramarins. Et donc, je crois qu'effectivement, la formation de base sert aussi. Mais un élu du peuple reste un élu du peuple et avec sa passion, avec son envie d'apprendre aussi, parce que moi j'ai appris, eh bien on peut faire de belles choses. Une petite conclusion maintenant, dernière partie, des 3 parties qu'on a abordées, ce qui veut dire un petit mot pour les soignants qui sont suspendus, qui sont sans salaire depuis le mois de septembre, en souffrance, sans salaire. Beaucoup qui sont sous les piquets de grève 24 heures sur 24. Un mot aussi pour cette deuxième partie, les familles des grands frères qui peuvent pas voir leur famille depuis plusieurs mois. Et en dernier aussi, justement, en période d'élection, d'expliquer à la population un dernier mot, pourquoi il faudrait voter pour Olivier Serva. Alors, pour les soignants suspendus non vaccinés, mon engagement est très clair. J'ai eu à rencontrer notamment le syndicat UGTG et leur dire que, je m'engage dès maintenant à travailler pour qu'il y ait une réintégration immédiate des soignants suspendus, parce qu'ils doivent retrouver leur travail. Et que, pendant les temps où ils ont été suspendus et non payés, qu'ils puissent être indemnisés. Voilà les 2 engagements forts que je prends. Concernant les grands frères, je sais que c'est de la douleur. J'ai eu la chance, l'honneur d'avoir la sœur de O'Neill, Jessica Dofo, qui est intervenue dans une réunion que je faisais à Pointe-à-Pitre hier pour le bilan, qui a fait un témoignage extrêmement émouvant, qui a lu un texte d'O'Neill qui m'a beaucoup ému. Je vais d'ailleurs la rencontrer très bientôt. Ce sont des souffrances humaines, familiales, financières aussi. Parfois, certains sont éloignés, sont de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait mal et donc il faut que tout ceci cesse pour que la justice fasse objectivement et sincèrement son travail. Et puis pour le vote, c'est ainsi, c'est la vie démocratique. Tous les 5 ans, il y a des élections de députés. J'ai un bilan. Je crois qu'il est bon. Et je veux continuer, notamment sur la partie soignants suspendus qu'on doit réintégrer, indemniser. Et je disais qu'il y a plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, notamment celui du pouvoir d'achat des retraités fonctionnaires. On doit intégrer
la prime de vie chère à la retraite. C'est possible puisque à la fois au niveau ministériel et à la fois au niveau syndical ici, ça a l'air d'être une idée qui peut prospérer. Alors à très bientôt. Je compte sur vous.